Bonjour, bonjour et excellent réveil à tous. Je suis ravie de vous retrouver à partir des studios de Canal Algérie pour l'avant-dernière émission de l'année. Et oui, bien sûr, l'été est là. Place aux vacances, place aux farnientes, place au plaisir. Et bien sûr, je vous souhaite de passer d'agréables moments où que vous soyez. En tout cas, ceux qui nous regardent ce matin auront le plaisir d'aller à la rencontre de nos invités, entre autres, Monsieur Omar Amrani, qui est président de la FAD, Fondation algérienne pour le développement. Il s'agit d'un groupe de citoyens très impliqués dans la recherche de projets ayant un impact sur l'intérêt général. Et pour preuve, ils viennent aujourd'hui accompagnés donc d'un porteur de projets des plus intéressants dans la mesure où il propose des solutions pouvant drainer au moyen terme ou à long terme plus de 6 millions d'emplois. C'est dire l'importance de cette vision qu'on va vous présenter ce matin dans Bonjour d'Alger avec grand plaisir. Dans cette émission, nous irons à la rencontre de deux artistes qui sont amies dans la vie. Elles sont aussi dans l'univers littéraire. L'une est poétesse, l'autre est écrivaine. Et elles ont une passion pour le passé, pour aussi l'héritage, le patrimoine en l'occurrence. Nous le verrons à travers les ouvrages qu'elles nous présenteront ce matin, un recueil de poésie, mais également deux livres signés Fouzia Belaïd, qui sera parmi nous, cette écrivaine donc, qui est passionnée justement de l'histoire de sa région. Et puis il y aura Selima Sadi, originaire de la même région. Elle vient du Canada par contre, dans la mesure où elle s'est installée là-bas depuis quelques années. Et elle vit avec plaisir son rêve de publier son premier recueil. On le verra avec elle. Dans cette émission, nous retrouverons ce matin Fella Bennour, qui s'occupe aussi justement de tous ces Algériens et Algériennes qui réussissent à l'étranger, à qui elle donne une visibilité dans sa rubrique Djalia des aides. Aujourd'hui, elle met en valeur un spécialiste en informatique, Mustafa Mekhnech en l'occurrence. Et puis, bien sûr, n'oublions pas que c'est le dimanche et chaque dimanche, on retrouve le duo Samira Hadj Amar pour Écume et Patrimoine et Yazid Aït Mahiedine dans la rubrique So avec ses coups de cœur. Voilà, c'était le coup de cœur de notre équipe de production ce matin. J'espère que vous apprécierez ces thématiques. En tout cas, on démarre comme d'habitude et jusqu'à la fin avec un point météo. Aujourd'hui, il est signé Amal Aribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia. On est loin du parapluie, on est loin des ne me faites pas rappeler, ne me faites pas rappeler. On est très loin de tout ça. Ah oui. On l'a chaud, bien hein? senti ce week-end. Très chaud, très humide aussi. Et puis l'indice d'humidité, je pense, est très élevé, ah, très oui. haut. 80% comme rien. Hein. Voilà. Oui, ça c'est clair. Oui, je ne sais pas si ça continuera aujourd'hui. Ah bah oui, même pour aujourd'hui, ça continue malheureusement. Ouais. Allez, affichez-nous votre beau sourire quand même. Non mais je vais l'afficher pendant la saison hivernale. D'accord, mais ne nous privez pas, nous qui vous aimons. Et puis il y a tellement de fans que vous avez à travers la lucarne. On va Donc, essayer. Allez-y, dites-nous quel temps il fera. Allons-y. Bonjour Nadia et bon réveil à tous. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale, mais cette fois-ci près des côtes est, avec des vents forts, parfois qui vont arriver jusqu'à 50 km/h sur pratiquement l'ensemble des côtes, avec un temps relativement chaud vers les côtes et vers l'intérieur, mais plutôt humide vers les régions côtières, avec un taux d'humidité assez élevé, parfois les 80%. Et côté ciel, eh bien, on aura un ciel dégagé à partiellement voilé près des côtes. Par contre, à l'intérieur, eh bien, on aura des passages nuageux sur les hauts plateaux de l'ouest, le centre et l'est, avec des cellules orageuses qui peuvent me donner quelques pluies, vraiment des gouttelettes sur les hauts plateaux centre
centre et est. Et à noter des vents forts, par contre, sur les hauts plateaux centre qui vont engendrer quelques particules de sable en suspension et qui peuvent remonter près des côtes. La moitié sud, eh bien, le ciel restera souvent voilé sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, le Sahara central, avec toujours des orages et des passages nuageux tout au long des frontières algéro-maliennes, le Hégard et le Tassili, avec toutefois des foyers orageux et qui peuvent donner quelques pluies vers l'extrême sud du pays. À noter des monts de sable tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, eh bien, elles seront plutôt élevées au nord comme au sud. Au nord, eh bien, on aura un maximum de 42 degrés, par contre 43 pardon, du côté de Annaba, 42 du côté de Batna, 41 Constantine, Sétif, 39 Tizi Ouzou, également Tlemcen, 38 degrés à Djelfa, Oran, 36 Alger, également Relizan, Chlef et Mascara. Au sud, 39 degrés à Tamanrasset, 44 Gardaya, 46 Biskra, 40 degrés à Janet, 42 Borj Bedjmouktar, Ingazam et enfin le maximum cette fois-ci, Tindouf, Adrar, Insalah, Timimoun avec 48 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur pratiquement les côtes centre et est, peu agitée sur les côtes ouest avec des vents qui vont arriver jusqu'à 50 km/h sur les côtes est et ouest, les 40 km/h sur les côtes centre. Les vents seront de secteur ouest à nord-ouest sur les côtes centre et est et ouest à sud-ouest sur les côtes ouest. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique où le ciel restera partiellement voilé. Montréal, New York, Washington, Vancouver, en Californie également Dallas. Quelques pluies prévues à Mexico et également Miami. Le mercure affichera 23 degrés à Montréal, 26 à Vancouver, 31 New York, Californie, 33 Washington, Dallas et enfin 32 degrés à Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Si j'ai bien retenu, Oui. il y a probabilité de pluie à l'extrême sud. Ouais. Alors, on vous affrète un avion, on vous envoie avec un parapluie. Mais quelques pluies, franchement. Ah, pour un 42 degrés, non merci. D'accord. Non, je préfère rester ici. Donc, c'est pas une question de pluie uniquement, mais il faut qu'il y ait de la fraîcheur aussi. Exactement, Ah, oui. vous êtes difficile Mais par à contre, là-bas, au satisfaire. moins, il n'y a pas d'humidité. C'est un climat sec quand même. Trop difficile à satisfaire Ouais, ce vœu. ouais, En tout cas, vous aurez. Pour moi, Prenez oui. votre mal en patience, profitez de la grande bleue en attendant. En tout cas, Inch'Allah. j'espère que vous aussi vous profitez de notre littoral, ou que vous soyez passé de bonnes vacances. Et puis une pensée particulière pour nos amis qui se trouvent à l'étranger. Cette chanson va peut-être les émouvoir, j'imagine. Eux qui se languissent de toute leur famille, cette fois-ci, on va vous proposer une chanson qui parle de la mère, qui rend hommage à la maman, Touhajtek ya Mema, interprétée par le groupe Freakland. C'était là, Touhajtek ya Mema, interprété par Shamsou Freakland, le temps que nos invités s'installent. La Belour est présente avec son invité ce matin, dans Djalia DZ. Bonjour. Bonjour Alia, ravie d'être Toujours. de t'accompagner. C'est toujours un plaisir renouvelé, crois-moi. Je te remercie. Ça va? Ça va très bien. Après un bon week-end, tu nous ramènes une belle découverte ce matin. Ah oui, mais avant ça, j'aimerais dédier la chanson à toutes les mamans, Oui. y compris la maman de Merci, notre invité. c'est très gentil. Bonjour à Donc, toutes les deux. Merci. Donc, Djalia.dz reçoit et a le plaisir de recevoir un des enfants au parcours exceptionnel, comme tous les invités qu'on a reçus d'ailleurs, avec une histoire qui reflète aussi ce lien, ce lien viscéral avec le pays. Tout à fait. Ça, il n'y a aucun doute. Bien sûr. Et j'ai l'honneur de vous présenter. Oui, je suis Très émue et on va par la certainement chanson. comprendre pourquoi. Oui. Oui. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Moustapha Nechache, Merci. un expert en informatique. Merci pour cette spatiale invitation. aussi.
Donc, bienvenue. Merci infiniment, Je vous celle-là. remercie d'avoir accepté Merci à notre vous pour cette invitation. Merci Radio aussi de nous recevoir aujourd'hui dans votre émission. Oh, bah, je suis très contente. Merci infiniment. Voilà, donc Moustapha, vous êtes plutôt du village originaire. C'est enfin, ça, de Taourt vos Moussa. parents- Mes parents vos sont parents, originaires de Taourt Moussa, tout à fait. sont originaires de Un petit ce village au sud de Tizi Ouzou, environ 15-20 km au sud de Tizi Ouzou, dans la région de Beni Douala Et exactement. qu'on voit à l'image et qui est magnifique. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est exactement. C'est une belle vue de la globalité de notre village d'origine. Tout à fait. Donc vous êtes entrepreneur, spécialiste en informatique, et c'est vraiment un hasard hein, quand on vous reçoit aujourd'hui. Exactement. Après le bug informatique qu'on a vécu le week-end. Exactement. Donc l'Algérie, Il y a Dieu merci, a été épargné. a été épargné. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et j'ai vu aussi que Canal Algérie aussi a été épargné. Ah bah, tout Et à c'est fait. le principal. Tout à fait. Donc qu'est-ce qui Exactement. s'est passé exactement C'est en- un en service quelques secondes cloud qui a fait planter tous les serveurs Microsoft à travers le monde. Donc ça a fait planter aussi des aéroports. Ça a été quand même un bug informatique majeur, très très important. Ouais. Mais il fallait avoir ce service d'activer sur les serveurs pour avoir la problématique. J'imagine que ce n'a pas été le cas ici et ce n'a pas Pourquoi été le cas. justement l'Algérie a été... C'est un Comment service, expliquer c'est un service qui n'est l'Algérie pas obligatoire. C'est un service informatique qui n'est pas obligatoire, un processus qui n'est pas obligatoire. Il fait fonctionner beaucoup sur la partie cloud. Donc j'imagine que les serveurs ici en Algérie sont fonctionnels en local et non pas en cloud, c'est-à-dire sur Internet. Donc c'est pour ça que j'imagine que ça a été épargné ici. Donc Voilà. voilà, Dieu merci. ceci explique cela. Exactement. Donc pour revenir Mais à ce n'est pas moi, hein, je rassure tout le monde, ce n'est pas moi. parce que c'est ce que j'ai envoyé comme message. Non, non. J'espère que vous en êtes Ce n'est pas moi. D'accord, très bien, c'est rassurant. Donc, vous êtes né à Saint-Denis. À Saint-Denis, en tout à fait. 1984. Tout à fait. Et votre papa est arrivé en France. En 51. En 51. En 1951, il est La né maman en l'a 34 Ouais. et il est arrivé en 51 à l'âge de 17 ans, donc La maman, elle rejoint. le Oui, papa bien en plus tard, en 79, donc, tout à fait. Quelques années Oui, oui, après leur bien après, mariage, exactement. dans les années 70. 70, tout à fait. Voilà, donc vous avez fait des études en mathématiques informatiques à d'abord, fait, dans un puis en premier temps. informatique tout court. Tout court, exactement, Voilà, j'ai suivi c'est une une passion licence. Ça a été toujours une passion. Alors oui et non, c'est vrai que mes parents, j'imagine comme tout parent algérien, hein, auraient aimé que je sois médecin. Je ne sais pas si Ah c'est bah, le cas c'était pour le vous. cas pour moi. Voilà, c'est Mon pour père ça a que je... attendu 2 ans. C'est exactement ça. Mais bon, entre les souhaits des parents et la réalité, c'est bien deux choses différentes. Et j'ai poursuivi, en fait, j'ai suivi des études en informatique parce que j'ai toujours aimé l'informatique. C'est quelque chose, surtout dans les années 90, c'était pas aussi important qu'aujourd'hui, ça ne prenait pas une place aussi importante. Et puis j'ai pu évoluer au fur et à mesure. Et en effet, je me suis naturellement dirigé vers des études informatiques, licence puis master. Donc, vos premiers pas, c'était à l'UFA. Exactement. Donc, vous êtes parti pour quelques mois de stage. Quelques mois de stage. On vous a retenu 4 ans. Exactement. Ça dénote Ça un a petit peu été de la une qualité de expérience. service que... C'est vrai que Vous avez ça a rendu à accroché l'UFA. directement. Je suis arrivé en stage comme un jeune étudiant pour valider un diplôme de fin d'études et m'ont proposé de rester et l'aventure a duré pendant comme ça 4 ans exactement. Vous avez fait même une belle rencontre. Exactement, une très belle rencontre. Un journaliste qui couvrait l'événement footballistique, un journaliste sportif, Farid Aït Saada, qui me semblait, je ne sais pas, il est encore Oui, journaliste. toujours. Ouais. La télévision et la radio. Et la radio, et qui était sur place pour couvrir l'événement. Et puis on lui a parlé d'un jeune franco-algérien qui était dans la partie technique de l'UEFA. Et on a fait une belle rencontre, une belle interview, et j'ai eu de très bons retours. Et c'est vrai que ça a été sympa, une très belle expérience. Et vous avez aussi... On le salue à... Ah oui, un très grand bonjour à lui au passage. Oui. Ça fait maintenant On 16 voit- on ans. voit justement l'article. Ah voilà, c'est ça, c'était exactement ça. Voilà, l'article dans le journal Le Buteur, ça a été une vraie fierté pour la famille, puis même Ouais. pour moi. Enfin, Puis j'étais pour un journal algérien. bien sûr, un tout national, jeune homme comme ça. oui. Ah oui, c'était quelque chose d'impressionnant pour moi. Donc, pour continuer, vous êtes depuis 2021 Oui. à la tête d'une entreprise Exactement. spécialisée en informatique. Tout à fait. Donc, vous avez aussi eu l'occasion de travailler avec le centre d'études Exactement, ça a européen été spatial. tout à fait. Et vous avez même contribué à la réalisation ou tout le système. Exactement, Ariane 6. exactement. Nous avons, enfin, ça a été l'une des, je pense, la dernière plus belle expérience que j'ai pu C'était en avoir. Guyane. C'était en Guyane, c'est exactement ça. Ça a été pour moi l'une des plus belles expériences. Je suis arrivé dans cette entreprise en 2016. Avant de prendre la tête de l'entreprise, j'étais un simple salarié. Et l'opportunité est arrivée vers nous pour monter sur des projets spatials. Et ça a commencé par 1, puis 2, puis C'est 3, énorme, hein. puis 4. Ça s'est malheureusement arrêté avec l'arrivée du Covid, qui a mis un frein à énormément de choses.
Et on espère reprendre là. D'ailleurs, Ariane 6 a été lancé avec succès il y a quelques jours. Donc c'est très positif pour nous. On espère peut-être reprendre les projets. Vous avez contribué à On ça. a contribué à ça. Ça consistait à mettre en place des systèmes d'information dans la supervision des périmètres informatiques dans le cadre de des lancements des fusées, de la création des fusées. On était encore dans la fabrication à cette époque-là, entre 2018 et 2021. C'est une technologie de pointe. Oui, ça demande de très grosses technologies puis des habilitations très importantes. Il s'agit quand même de sujets confidentiels défense sur lesquels nous n'avons absolument pas le droit à l'erreur. Il a fallu d'ailleurs enquêter énormément avant de pouvoir nous autoriser à nous rendre sur la base spatiale en Guyane. Ce sont des zones militaires, donc c'est très 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 important. J'imagine que vous étiez le seul Algérien. J'étais le seul. Alors là-dessus, j'étais le seul. Il y avait à l'époque, on m'avait parlé aussi d'une personne d'un certain âge qui était spécialiste dans les télécommunications et qui avait aussi apporté son expertise, qui était aussi d'origine algérienne. Mais oui, en effet, sur ces 3-4 ans, j'étais le seul algérien sur cette base. Oui. En Algérie, vous êtes aussi en partenariat avec une grande entreprise Exactement. spécialisée dans l'électroménager. Tout à fait, Oui. dans la grande distribution d'électroménagers. Et vous êtes dans le domaine informatique, mais vous faites aussi du business Intelligence, exactement. C'est quoi le business intelligence? Alors le business intelligence ou le décisionnel, ça consiste à récolter un tas d'informations sur tous les périmètres informatiques de l'entreprise. Nous traitons ces informations, nous essayons de les compiler et nous sortons des statistiques afin d'optimiser les choix que doit faire la direction dans l'entreprise. Les choix au niveau des transports, au niveau des matières premières, au niveau de la vente aussi. On compile tout ça, sortent des résultats qui sont exploités par la direction et différents périmètres au niveau de l'entreprise en question. Donc je vois que les passerelles sont là. Oui. Le pont a été déjà Oui. établi depuis bien longtemps. Oui. L'Algérie. Avec cet apport Oui. et cette expérience et cette compétence. J'ai toujours été très proche de l'Algérie. Les origines, bien au-delà des origines. Moi, l'Algérie, c'est un pays qui me parle, c'est un pays que j'ai dans le sang, que j'ai toujours été là. J'ai fait des dizaines de voyages en Algérie. J'ai toujours, c'est un pays qui me parle et j'ai toujours voulu essayer d'avancer en Algérie. Par exemple, dans mon entreprise, je fais en sorte d'aider beaucoup les étudions algériens. Vous avez un engagement vis-à-vis Ah oui, on est beaucoup sur étudiants l'alternance. algériens en Ah, France. énormément. Oui. On est beaucoup sur l'alternance. Et on essaie de mettre en place une certaine pédagogie, d'accompagner les jeunes le plus loin possible. C'est tendre la main C'est très important. ces jeunes C'est très Algériens important. qui parfois C'est très important. trouvent du mal à trouver des stages. Tout à fait. Le simple stage déjà non rémunéré, pourtant un stage non rémunéré, c'est un apport positif à l'entreprise qui ne va pas dépenser d'argent et qui peut avoir une ressource à disposition. Mais même ça, c'est délicat. Nous, on essaie d'aller un peu plus loin, de faire de l'alternance, de partager entre le travail et l'établissement scolaire, de la théorie, de la pratique. Et on essaie de les emmener le plus loin possible. Parce que vous êtes conscient quelque part qu'il y a vraiment un véritable potentiel en Mais Algérie. bien entendu, J'allais y arriver, mais bien justement, entendu. oui. J'ai été amené, moi, à un moment donné, il y a quelques mois de ça, où j'avais besoin d'une ressource très importante pour mon entreprise, une expertise assez poussée en cybersécurité, et ben, j'ai été amené à recruter un profil d'Algérie directement, non pas d'étudiants algériens en France, mais d'Algérie. Malheureusement, ça n'a pas abouti d'un point de vue administratif, mais j'aurais aimé recruter cette jeune femme qui était vraiment très très experte. Donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, bien entendu, Oui. ça va dans les deux sens. L'Algérie n'a absolument rien à envier aux autres au niveau de l'expertise, en tout cas dans mon domaine à moi. Moi, je juge sur l'informatique. On voit aussi un essor des startups. J'ai lu très récemment qu'il y avait un boom au niveau de la création des startups, surtout dans le digital et le numérique, à la hauteur de, je crois, de 228% sur la dernière année ou les dernières années, ce qui est énormissime. On ne voit ça nulle part, en tout cas. Ouais. On parle beaucoup de la diaspora en Oui. ce moment et des compétences algériennes établies à l'étranger. Oui. Comment voyez-vous cette contribution des compétences algériennes? Elle est très très positive. On retrouve des Algériens dans Mais tous sur les le domaines. terrain, comment on va la mettre sur le terrain C'est très très positif, on le voit partout, dans les différents périmètres, dans les différents métiers, dans l'ingénierie, dans les technologies, dans la formation, dans la pédagogie. oui. On retrouve énormément de formateurs algériens dans les écoles de formation françaises, dans les CFA. Mais ici en Algérie, par exemple, les Algériens qui viennent de l'autre côté aussi Oui. pour apporter une contribution. Justement, moi, ça serait vraiment un objectif ultime, de pouvoir apporter mon expertise ici, essayer peut-être de former les jeunes dans le métier de l'informatique, qui est, l'informatique aujourd'hui, c'est partout. C'est le sujet du 21e siècle.
on le retrouve partout, on en a parlé en début d'émission, là c'est par rapport aux bugs informatiques, on ne peut plus vivre sans informatique. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir apporter cette expertise, cette formation, cette pédagogie à travers le pays. Il y a des projets en perspective? J'espère, nous sommes en train de monter certaines choses, on essaie de faire un pont entre la France et l'Algérie, essayer de ramener nos compétences ici. Enfin, on a déjà nos compétences à travers l'entreprise en électroménager, mais je voudrais aller un peu plus loin là-dessus et essayer Dans de... d'autres domaines. Ah oui, complètement. En tout cas, l'ambiance qui règne au bureau, d'après les photos qu'on a. Ah, c'est super, on a une belle ambiance. Vous avez combien de... On est une dizaine de salariés, on jeunes. fluctue entre 8 et 10 tout au long de l'année en fonction des départs et des arrivées. Et là, on peut nous voir. On les voit à l'image, oui. Exactement. Alors, ça, On peut oui, bien sûr. Les saluer. Hein. Je leur passe un très grand bonjour. Ils sont tous au courant de l'émission et j'espère qu'ils regardent. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est dimanche, ils ne travaillent pas, donc tout va bien. Ils sont face à la télé. Ah bah j'espère. Ah bah il y a intérêt, sinon ça... Oui. Vous avez un partenaire particulier aussi qui travaille avec vous. On a un partenaire un petit peu particulier qu'on emmène un peu partout dans nos séminaires. Je ne sais pas si on va le voir. C'est notre petit chat, voilà. Juste à côté de la fusée, là, vous le voyez, justement, il y a une petite fusée sur le côté. C'est notre partenaire Linux. Alors Linux, c'est un système d'exploitation open source, donc libre de droit, qui n'est pas payant. Et ce petit chat est très libre aussi, il se balade un peu partout dans les étages, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Linux. Et parallèlement, Moustapha, Oui. Vous êtes très engagé dans le mouvement associatif. Oui, je l'ai été pendant un moment vraiment à fond. En Puis Algérie, après, en Algérie, exactement. Mais à Aubervilliers. À Aubervilliers la aussi. région là où vous- Exactement, où j'ai vous grandi, résidez c'est aussi. là où j'ai grandi. On a fait un peu d'humanitaire. Auberclass, Alors Auberclass, c'est encore autre chose. Ça a été un mouvement culturel où on a essayé de propulser de jeunes talents à travers différents périmètres. Là, ce qu'on voit à Là, c'est autre chose. C'est une activité. Là, c'est une activité autour de la langue maternelle. Et on a essayé de présenter justement la langue kabyle à travers la langue des parents, forcément. Oui. Et où on a présenté un peu la langue au sein d'Aubervilliers. Mais sur Auberclass, c'est autre chose. C'était plus culturel. On essayait de propulser de jeunes talents dans la danse, dans le théâtre, la comédie, la musique. Des jeunes à qui on ne donnerait spécialement pas de chance parce que peu de visibilité, peut-être aussi une certaine barrière culturelle. Et donc nous les mettions en scène pendant 2 heures chaque année pour leur donner une visibilité. Et on a essayé de faire ça aussi, on essaye toujours de faire ça ici, faire l'équivalent. Donc Auberclass pour Aubervilliers classe, et on essaye de faire Alger classe, j'espère que ça pourra aboutir. Ça, c'est un projet qui. C'est un projet, exactement, oui. faire un échange culturel, ramener de jeunes comédiens, de jeunes artistes albertivillériens, donc de jeunes d'Aubervilliers, et faire un échange avec de jeunes Algériens qu'on enverrait là-bas et qu'on mettrait en scène là-bas. Ça serait vraiment un super projet. D'où Ouais. vient cet engagement On m'a toujours tendu la main, on m'a toujours aidé. Moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise dont nous parlions en 2016, on m'a toujours tendu la main. C'est tout à fait normal de rendre l'appareil. Et puis, on a toujours eu des gens autour de nous bienveillants. Il est tout à fait normal de faire la même valeurs chose. aussi C'est qui très ont important, été, mais bien inculquées par les entendu, parents c'est aussi. exactement ça, c'est Ouais. super important. Ouais. On a besoin de ce genre de choses pour avancer. Et en parlant d'initiative, depuis quelques jours, des premiers groupes d'enfants issus de la communauté algérienne établie à l'étranger arrivent en vacances ici en Algérie. C'est la deuxième opération du genre, organisée à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris. Un séjour de 14 jours. 2000 petits vacanciers sont attendus durant tout l'été. On voit les images là, c'est le départ à partir de Paris et que Afef Belhaouchet, avait notre collègue, couvert, avait justement, ce couvert. déplacement. Et on verra tout à l'heure même un sujet qui a été fait à l'arrivée ici avec Melika Bilal. Donc voilà, je disais que c'est une décision du président de la République pour rapprocher justement ces enfants. de Très leur important. pays. C'est Il y en a très qui ont la important. chance de venir tous les ans, Mais il y en a d'autres- beaucoup, tout à d'autres, fait. et beaucoup n'arrivent pas Exactement. à avoir Tout à cette fait. chance Tout à fait. Tout à fait. d'être présent chaque été. C'est tout à fait vrai, c'est voilà. tout à fait C'est vrai. vrai que c'est une initiative qui se fait au départ de la mosquée de Paris. De la Grande mais- Mosquée de Paris, Mais ça concerne tous les Algériens à travers l'Europe. Absolument, absolument. Donc, On et ça- amène des enfants de tous les pays européens vers justement ce point de départ. Absolument. Et ça concerne toutes les régions d'Algérie. Donc, ils vont aller vers Mostaganem, vers Oran, vers Alger. C'est très important. Donc,
y a plusieurs régions et plusieurs activités, même des musées. Il y a des thèmes sur l'histoire. C'est important C'est de tout lier un avec la programme. culture Et puis algérienne. ce qui est important à signaler, c'est toute cette ambiance des enfants qui sont très heureux d'être à Alger Ah, bien sûr. et de découvrir pour certains l'Algérie. Hein. Il faut le dire. Et en parlant aussi Moi d'enfants aussi, je suis très issus. heureuse quand vous arrivez et qu'on a ces belles découvertes de tous ces Algériens qui nous honorent là-bas. Et en parlant d'enfants issus de l'immigration et issus de la communauté algérienne à l'étranger, en Italie, il y a une autre initiative. On n'a pas pu peut-être ramener des enfants ou offrir des voyages ici en Algérie, mais il y avait des campings qui ont été organisés par l'Union des associations algériennes en Italie, présidée par Farid Mansouri, un camping dans la localité de Servi, dans la province de Ravenna, qui a regroupé des jeunes entre 16 ans et 21 ans. Donc, sous le thème de l'histoire et des valeurs algériennes. Donc, il y avait des workshops, des thématiques projection de films. Il y avait aussi des activités ludiques et des promenades, et même du football, du sport aussi. Parfait. Donc, Tout ce qu'aiment les Algériens. Tout est motif justement à dresser des passerelles. donc, tout à fait ça. Le sport, la un culture. programme éducatif attractif, on va dire, Bien. avec des animations, baignades et autres. Et le rôle, on voulait montrer aussi à travers ce camping, transmettre un volet de l'histoire et le rôle de la guerre de libération dans l'éducation et la transmission. Donc des prix symboliques ont été remis aussi aux lauréats du baccalauréat 2024 en Italie. Et à l'occasion, je salue Abdelkader Makri et Antonietta Cotti-Comettini, Linda Darmouchi, plus connue sous le nom de Linda Darmouchi, la présidente de l'association Team Guide, pour sa participation remarquable à la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance organisée par notre consulat à Milan. Donc, qui à sa tête Adel Talbi, le consul général à Milan. Donc, et pour terminer, donc une information de dernière minute. Enfin, c'est jeudi qu'il y a eu la signature d'une convention qui met à l'honneur l'Algérie lors du prochain salon international de l'artisanat à Milan. Donc la signature a été plutôt aussi, la signature de la convention était en présence du président de la foire de Milan. Et du directeur général de la NART, donc entre le président de la foire de Milan et le directeur général des métiers et de l'artisanat, représenté par son directeur général Abdelkrim Berki. Voilà, en présence du chef de cabinet du ministère. Nombreux sont les artistes, les designers ministère entre autres, de tourisme, qui participent à cette ouais. belle foire de Milan. En tout cas, c'est bien, ça augure de. Donc de déjà belles le travail a perspectives. commencé, donc de contacter les artisans, de voir, de sélectionner. Ça va être vraiment le patrimoine algérien par excellence, donc un grand espace pour l'Algérie, et c'est un événement très très attendu. Voilà. Merci, donc Fella. ça c'est les informations. Mais avant de Merci, terminer, Fella, vous avez oublié la question là, Ah oui. Parce Quel est le que plat c'est avec ça préféré qu'on va de- clore cette Ah, rencontre. le plat préféré italien. Italien? Non, Ah, algérien. on parlait sur Oh non, mais l'Italie. Algérien. Alors, c'est le plat. Et là, j'espère que ma voisine me regarde. C'est ma chère voisine Nora qui me fait les meilleurs mhajeb de toute l'Algérie. Je vous raconte pas. Ça nous change du couscous. Je vous raconte pas. En arrivant de là, cette fois-ci, là, il y a 3-4 jours, elle m'a accueilli avec un plat de mhajeb. Je me suis régalé. Je la remercie encore. Eh ben, En tout cas, Ouais, c'est le- vous aviez déjà annoncé le reportage qui va clore notre belle rencontre. On a été ravis de vous Merci recevoir. infiniment pour cette invitation. Mustapha. Moustapha. Mustapha. Très On est important. vraiment très heureux de vous accueillir Merci ce matin. infiniment. Alors, vous aviez annoncé tout à l'heure un reportage signé Malika Signé Melka Bellel Bellel, autour de l'arrivée en Algérie de tous ces enfants, voilà. oui. qui sont Et l'ambiance curieux. surtout, l'ambiance formidable.
qui a régné lors de cette arrivée. On va Rien voir ne vaut le avec sourire d'un enfant. Rien ne vaut, oui, le plaisir qu'on voit, qu'on lit sur les yeux de cet enfant. En tout cas, c'est tout de suite en image qu'on va le voir. Dès leur arrivée, les enfants de la communauté algérienne à l'étranger ne cachent pas leur joie. Ils vont pouvoir passer leurs vacances dans leur pays d'origine et savourer des moments de bonheur. Les organisateurs ont arrêté pour eux un programme varié qui leur permettra non seulement de s'amuser, mais surtout de nouer des amitiés durables. C'est dans une ambiance particulièrement chaleureuse que les enfants de Chlef à Chatia ont accueilli leurs frères de la communauté. جيري بلادك وبلادنا كاع مرحبا بكم في بلادكم. Shukran. On est tous des frères, on est tous des musulmans et dans l'islam on est tous des frères. One, two, three, viva l'Algérie. Aujourd'hui on va faire la piscine. Ils nous ont tous bien accueillis. الاستقبال تاع هذو الدراري سي توشان بزاف واستقبال تاع لا بيسين ثاني ولقيت بلي لا بيسين ثاني زينه هنا وصحيت على الرئيس تبون. Une ambiance festive et agréable est au programme, tandis que les enfants de l'Algérie offrent une image fraternelle qui transcende les distances. Au programme de ces séjours estivaux, des visites de sites historiques et touristiques, des sorties à la découverte des merveilles naturelles de la wilaya de Chlef et bien sûr des moments de partage et de convivialité entre enfants. عجبتني الكولونيا هذه شكرا للغوفرنمون الجيريان. L'Algérie c'est bien organisé. On a découvert plein de choses, même des anciennes trucs qu'il y avait préhistoriques et tout. Vraiment on mange bien, alhamdoulilah. Merci président Tebboune. Un très beau paysage, machallah. L'Algérie aussi c'est un très beau pays. On est bien accueillis. On mange bien, alhamdoulilah. On a une très bonne entente entre nous. Ici on visite une ancienne gare. تحية جزائر نحبك البلادي. Les enfants vont pouvoir visiter plusieurs endroits de la wilaya de Chlef et cela pendant 10 jours. De nombreuses activités sont également programmées durant ce séjour. Le groupe est composé de 72 personnes, dont 61 enfants et 11 accompagnateurs, tous issus de la communauté nationale établie en France. Ils passeront leurs vacances d'été au camp de jeunes à Rab Ahmed, à la commune de Tness. La wilaya de Chlef prévoit de plus l'arrivée d'un deuxième groupe de la communauté établie à l'étranger le 24 juillet prochain. En tout cas, j'ai envie de dire à tous ces bambins, nous aussi on vous adore, nous aussi on vous aime, on est content que vous soyez parmi nous. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin dans Bonjour d'Algérie. C'est l'avant-dernière émission. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce moment qu'on passe avec vous. C'est jusqu'à 9h30, ne décrochez pas. En tout cas, ça va être très intéressant tout de suite avec nos invités qui viennent de s'installer. En l'occurrence, M. Omar Amrani, qui est président de la FAD. La FAD, c'est la Fondation algérienne pour le développement. Il va nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit dans un instant. D'abord, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, Merci vous êtes un ancien cadre de la nation, voilà. Donc à la retraite, oui. Et vous avez choisi de continuer dans Bien cette sûr. Voie, d'offrir votre expertise et votre expérience, de la mettre au service de l'Algérie. Bravo. Donc je suis dans la gestion de l'espace aérien, oui. Je suis un aiguilleur du ciel de formation. Donc après ma retraite, j'ai pensé à continuer à donner. Donc l'opportunité m'a été donnée, voilà, donnée. Donc on a créé une fondation qu'on a appelée la FAD, la Fondation algérienne pour le développement. Très bien. Donc c'est une fondation à caractère non lucratif. Donc on est dans l'intérêt général, toujours. Très donc, bien. Vous êtes, j'ai envie de vous, voilà, aiguilleur du ciel, chasseur. Alors vous êtes des chasseurs d'opportunités. Bravo, c'est le terme. On reste dans le jargon aérien. Donc je suis un chasseur d'opportunités, tout ce qui a trait à l'intérêt général et du pays. Donc autour de nous, on a des experts de divers horizons.
Tout à fait. et des anciens cadres, même de rang de ministres en retraite, qui sont avec nous. Ils nous appuient moralement pour continuer à l'avant. Donc, c'est une brève présentation de la FAD, mais en tout cas, vous parliez justement de toutes ces opportunités dont vous essayez de faire profiter le pays. Alors, à travers justement votre quête, votre recherche, cette année, vous êtes tombé sur une pépite et vous êtes accompagné aujourd'hui justement de celui qui incarne cette pépite. Il s'agit en l'occurrence de monsieur Lounis Bouzet, ici présent, qui est porteur de projet et qui mérite justement toute la visibilité selon vous. Bravo. Donc il y a des centaines comme M. Bouzert, porteur de projet en Algérie. Donc l'un des meilleurs projets cette année, c'est ce projet de M. Bouzert. Il a travaillé pendant 5 années pour élaborer ce projet. C'est la création de 6 millions d'emplois. Voilà, comme ça semble une utopie, M. Bouzert, n'est-ce pas? C'est la réponse ou la réflexion qui vous est adressée souvent quand vous en parlez? Absolument. Tout le monde l'avait dit, enfin tout le monde non, beaucoup l'ont dit, que c'était de l'utopie. Mais en revanche, vous êtes basé sur des statistiques, sur des réalités, sur le marché, sur une analyse très dépouillée de tout le terrain, donc à travers le pays, à travers toutes les activités. Absolument, d'est en ouest et du nord au sud, et tous les secteurs confondus, que ce soit textile ou autre. Je dis bien textile au niveau l'agriculture, l'industrie en général. En tout cas, vous avancez l'idée selon laquelle l'Algérie, avec ses potentialités actuelles, peut justement se surpasser et offrir 6 millions d'emplois à hauteur de 10 ans. C'est-à-dire que vous vous placez... 5 ans. 5 ans déjà, moi je pensais que c'était 5 ans, sur les 10 ans. dont 500 000 la première année et 300 millions de dollars hors hydrocarbures au bout de la 10e année. Mais cela ne peut se faire s'il n'y a pas aussi développement des différents secteurs clés que vous citez dans votre ouvrage d'ailleurs. D'abord, c'est le dessalement d'eau de mer à hauteur de 6 millions de mètres cubes par jour, 2,8 millions pour le 35 millions d'habitants, l'équivalent de 80 litres par personne par jour. On sait bien que 80% de la population se situe au nord. Le reste, l'équivalent de 3 millions, qui servira pour l'agriculture en général. De manière à développer les zones un peu plus reculées que ça, c'est la première donne. La deuxième donne, c'est le transport ferroviaire. Si on ne développe pas le transport ferroviaire, on ne réussira jamais. Oui. C'est vrai que c'est un mode de transport qui est très présent à travers le monde. Absolument. Les capitales les plus évoluées se basent sur les commodités de transport, que ce soit dans le domaine économique ou dans le déplacement des personnes tout simplement. Je veux dire qu'il y a aussi la ressource humaine. La ressource humaine aussi doit se déplacer vers les lieux de travail. Il y a eu beaucoup d'ingénieurs en matière d'études au niveau du ferroviaire. Je ne sais pas pourquoi les Chinois, au bout de 20 ans, ils ont bâti plus de 120 000 kilomètres de ferroviaire. L'Algérie dispose de 6 800 kilomètres et 15 000 emplois au niveau de ce qu'on appelle la SNTF. Or qu'on peut avoir 700 000 au minimum. On peut développer, multiplier, donc décupler ce chiffre, bien sûr, avec une belle stratégie. En améliorant la stratégie actuelle, on peut peut-être y arriver effectivement parce qu'il y a le potentiel. Oui, je vais citer un exemple. On dispose d'une gare qui fait tout le territoire national. Or, c'est fou, c'est impossible. Il faudrait l'Algérie, c'est le pays, le 10e plus grand pays du monde. On devrait avoir une gare de l'Est, une gare du Sud et une gare de l'Ouest. Si on fait une très grande gare au niveau de Chiraga et qui va faire l'Ouest, on pourra avoir avec les lignes à grande vitesse Alger, Chiraga, Oran en 2 heures de temps. Et c'est vrai, on dit toujours, M. Amrani, que notre pays est un pays-continent. C'est vrai que qui dit pays-continent dit des régions qui ont des richesses qui ne se retrouvent pas dans d'autres régions. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que fluidifier le transport pourrait mettre à profit cet échange qui peut s'effectuer entre les différentes régions de notre pays. L'Est pourrait profiter à l'Ouest, l'Ouest pourrait profiter au Sud et inversement. Voilà. Et c'est vrai que
ça pourrait créer une dynamique qui Absolument. générerait de l'emploi. Absolument. Parce que votre objectif premier, quand vous avez dressé cette étude, c'est d'arriver, de parvenir à offrir de l'emploi à l'Algérien. Voilà. Écoutez, quand on a fait le... Bon, ça c'est le truc de la fondation. Il y a un guide pour cela, effectivement. J'espère que je vais trouver la On ne pourra page. pas voir en image, mais oui, voilà, l'Algérie. Elle est au centre du monde. Absolument, c'est vrai. Géographiquement parlant, on est vraiment Elle est au centre du monde. Ça peut être une perle au niveau du monde. On l'a senti quand il y a eu la crise ukrainienne. On a compris l'intérêt de l'Algérie, l'intérêt de ce positionnement de l'Algérie qui est très convoité d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'elle pourrait être la porte de l'Afrique, ce qui est en train de se faire. Voilà. Ce qui est en train de se faire. Ça se fait, ça a commencé. La politique actuelle de notre gouvernement va dans ce sens. On essaie de créer justement toutes ces opportunités d'échange avec le Sud. Et c'est vrai que si on crée plus d'opportunités vers le Sud, ça créera plus d'emplois. Absolument. Effectivement. Et dans tous les domaines. Sauf qu'il faut faire une base. La base est d'élaborer un projet de loi. Il y a une insuffisance en ce moment. Il y a des lois qui sont contre l'investissement en Algérie, le développement industriel. Ou disons qui freinent un peu. Je cite un exemple. On ne va pas s'étaler sur tous les projets parce que ça prendra des heures, mais on va citer juste un exemple du textile, secteur textile. Vous savez bien que si les années 80, l'Algérie disposait de 500 000 postes d'emploi dans le textile. Je dis bien 500 000, on était environ 20 à 25 millions d'habitants. Actuellement, avec les 45 millions d'habitants, beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes, femmes et hommes, il y a environ, public et privé, pas plus de 50 000 emplois. Pourquoi cette saignée? C'est pas normal. C'est pas normal. Quand j'ai cherché à comprendre, c'est les lois algériennes. Je vais parler de manière objective. Si on importe le tissu, qui est une matière première à transformer en chemise ou en pantalon, en costume ou autre, on paye 56% de droits de taxes, de droits de douane et TVA, etc. Sinon, si on importe le produit fini, c'est la même chose, c'est les mêmes taxes. Donc, pour celui qui va produire, il est obligé d'avoir des machines, beaucoup d'emplois. D'investir quand même, oui. Absolument. Donc, déclaration CNAS, CASNOS, etc. Et l'importateur qui bénéficie des mêmes taxes n'aura besoin d'un simple bureau, d'une seule secrétaire. Pire encore, si l'importateur va faire ses importations de la ZAL, zone arabe de libre-échange, il ne paye que la TVA. Il a la franchise des droits de douane. Donc, qui va investir dans le textile? Qui peut engranger 1,2 million d'emplois? Alors que c'est faisable. Vous le dites et vous le confirmez par des exemples, vous argumentez par les chiffres, Absolument. par les réalités. Moi j'ai envie de dire que, voilà, c'est-à-dire que dans cet ouvrage, ce qui m'a semblé très très intéressant, Monsieur Amrani, vous le confirmerez peut-être, c'est toute une réflexion dans tous les secteurs d'activité, que ce soit industriel, agricole ou autre, vous mettez en avant le projet de révision de la fiscalité. Donc, Absolument. Voilà, donc il Allégé. faut vraiment alléger pour le producteur, certains on s'explique bien. En tout cas, vous ciblez les points noirs ou les Absolument. points faibles ou les maillons faibles de cette chaîne fiscale qui pourrait avantager sur le moyen terme ou plutôt booster la productivité chez nous, effectivement, la production nationale. Je vais citer, si vous permettez, un autre exemple. Bien sûr. Ils ont instauré le paiement des comptes sociaux. Vous imaginez un opérateur économique au niveau du textile, pourquoi ils ont tous fermé quasiment? 95% des entreprises publiques, des privées, ont fermé. Je cite l'exemple. Un opérateur qui est en train de souffrir pour redémarrer au niveau du textile, on lui demande de payer les comptes sociaux. Le gars, il vend des fois sa machine pour juste nourrir sa famille. Et vous lui imposez encore d'autres taxes. Oui, effectivement, ça c'est vraiment à prendre en considération. Mais vous m'aviez parlé d'un aspect dans le domaine textile, on en avait peut-être qu'on va mettre ça en avant comme exemple. Il y a des structures qui bénéficient d'assiettes foncières énormes. Merci qui beaucoup. Pourraient être mises à profit
par des petits producteurs qu'on pourrait des complexes intégrés. Introduire. Voilà, des complexes intégrés, on n'a pas cette notion de complexe intégré. Je vais citer le cas de GTEX parce que c'est eux qui gèrent les infrastructures des entreprises publiques. Je vous cite le cas d'Alcovel, qui est à Arbo, dispose d'une assiette de 16 hectares pour 160 ou 180 emplois. Alpha Ditex qui bénéficie de 23 hectares pour 230 emplois. C'est anormal. Et que dans ces complexes, on peut créer entre 10 000 à 15 000. Des sous-structures qui pourraient être rentables tout simplement. Pour de jeunes pourvoyeurs d'emplois, pourvoyeurs d'entreprises. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'avais dit réorganiser les structures et les infrastructures. En tout cas, les exemples sont multiples. Hélas, le temps imparti à notre rencontre est assez limité. On ne peut pas, mais j'aurais aimé qu'on détaille tout le contenu de cette proposition qui nous amènerait à être parmi les plus avancées des nations à hauteur de 10 ans. Et donc, M. Amrani, vous, en tant que fondation, vous soutenez pleinement vous êtes en train de placer les projets de monsieur, vous êtes ici présent avec les institutions. Pardonnez-moi, c'est un ensemble de suggestions et de propositions. C'est à l'État et c'est au pouvoir public de prendre en considération s'ils le veulent. Oui, absolument, qui pourrait être vraiment repris par différentes institutions de l'État et du gouvernement. Et j'attire l'attention des responsables sur les usines fermées dans le domaine du textile. Voilà. Qu'il faut sensibiliser là-dessus. Midifil, par exemple, qui produit du fil à coudre. Parce qu'il y a des usines fermées qui étaient jadis. Grâce en tout cas aux efforts de la FAD, peut-être qu'on arrivera à mettre à profit cette réflexion, cette vision, parce que vraiment, j'estime que ce monsieur ici présent est visionnaire. C'est un grand monsieur. Oui. Et j'espère en tout cas que son appel trouvera écho grâce à la FAD, justement. Mais de ce plateau, je vais quelque part sensibiliser. J'aimerais bien avoir 10 FAD à l'est, à l'ouest. Il n'y a pas qu'à Alger. Très bien, c'est-à-dire, parce que la société civile, c'est un catalyseur pour le développement. Oui. Parce que l'investisseur, il est proche du citoyen. C'est-à-dire, je préfère, ou là, je donne un avis, mon avis. Décentralisé à tout point de vue. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Omar Amrani. On a été ravis de vous recevoir. Merci. Vous êtes tellement humble que vous donnez la parole à votre invité ici présent, donc monsieur Lounis, c'est le prénom, le Bouzerd, je connais. Voilà. Donc, qui est porteur de projet, qui a accompagné monsieur le président de la FAD, Fondation algérienne pour le développement, que vous pouvez contacter si ce message vous a plu et séduit ce matin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Monsieur Amrani, monsieur Bouzerd, merci. Alors, on dit toujours, on parlait de ferroviaire tout à l'heure, on va en parler dans le reportage qui va suivre. Et bien justement, notre patrimoine est valorisé. Et pour preuve, ce reportage signé Yasmine Ammari, qui se trouvait à Oran et qui nous parle justement de la revalorisation de la gare d'Oran. Longtemps surnommée temple ferroviaire, cette gare, implantée au cœur d'Oran, est le symbole de l'architecture industrielle. Elle est l'œuvre du célèbre architecte Albert Balu, qui a opté pour un style néo-mauresque, insufflant à cette bâtisse une grandeur et une élégance sans précédent en son temps. La gare d'Oran, c'est un chef-d'œuvre qui a été établi en 1908. Ces travaux, ils ont continué jusqu'à 1913, où la gare elle a été inaugurée et officiellement. Elle a commencé à assurer le transport de voyageurs et de marchandises. Plus d'un siècle après de bons et loyaux services, cette gare devient l'un des patrimoines historiques et culturels du pays. Cette classification témoigne de l'importance de la gare, non seulement comme un édifice ferroviaire, mais également une destination incontournable pour les visiteurs et les passionnés d'histoire, désireux de découvrir la richesse culturelle du pays. C'est une gare qui a été proposée au classement pendant le premier semestre de l'année 2024. Cette gare est devenue un attrait touristique pour tous les touristes. Le patrimoine algérien, c'est un honneur pour nous, parce que vu l'ancienneté, vu l'architecture comme ça, on ne le fera plus maintenant, parce que c'était ancien, vu
l'ancienneté aussi. Donc, on voudrait que ça reste dans un patrimoine. La gare d'Oran, c'est un symbole pour la ville d'Oran. C'est un grand symbole, c'est une merveille architecturale. Il faut la bien maintenir, c'est-à-dire qu'il faut une maintenance spéciale. La gare, tout le centre et tout, c'est quelque chose de très 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 joli. C'est bon à visiter et prenez soin de ces patrimoines. Cette gare ferroviaire historique demeurera l'un des joyaux architecturaux et touristiques les plus distingués qui ornent la magnifique ville d'El Bahia. Un brin de douceur avec des présences féminines cette fois-ci dans cette séquence. Je suis ravie de vous présenter ce matin une poétesse. D'abord, Saliha Saadi, bienvenue. Salima. Pourquoi j'ai dit Saliha? C'est la deuxième fois. Salima. Salima Saadi, je suis ravie de vous avoir parmi nous, vous qui êtes poétesse, vous qui aimez le beau, vous qui aimez aussi notre histoire et notre patrimoine, autant que votre amie dans la vie, ici présente Fouzia Belaïd. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ravie de vous avoir parmi nous ce matin. Vous êtes écrivaine. Oui. Voilà, vous êtes l'auteur de 2 ouvrages dont on va parler ce matin et vous êtes originaire de Bjaïa. Oui. Très belle cette ville. Merci. Oui, et l'été, en tout cas, elle est très prisée. Vous vivez au Canada actuellement, n'est-ce pas, Salima? Oui, oui. Salima, vous êtes vous séjournez actuellement en Algérie à l'occasion de cette sortie très importante pour vous, j'imagine. Exactement. Alors, votre premier bébé est né. C'est mon premier bébé. En parlant de ce recueil de poésie intitulé donc Les chemins d'Olivan. Absolument. Alors, pourquoi les chemins d'Olivan, justement? Parce que j'ai toujours marché dans ma vie et pour marcher, on entreprend des chemins. L'histoire d'Olivan, c'est mon pseudo que j'ai adopté en voulant faire comme le monde, c'est-à-dire avoir Facebook. J'ai demandé à mes enfants de m'ouvrir un compte et j'ai pensé à un pseudo, je ne voulais pas m'afficher. J'ai beaucoup d'élèves, j'ai beaucoup de collègues. Vous êtes enseignant dans la vie, je suis enseignante. Et chercheur aussi. Oui, je suis auxiliaire de recherche, je suis tutrice, coach, mentor, etc. etc. Mais poétesse et écrivaine passionnée de la vie. Alors, j'ai opté pour... Olivam, c'est vous. Olivam, c'est vous, voilà, en un terme. Bon, vous pouvez nous montrer l'ouvrage, s'il vous plaît, le recueil est là-bas. Vous pouvez aussi nous le présenter en même temps. Donc, Les chemins d'Olivam, a été sorti en Algérie, ça a été votre vœu. Exactement. Je vais le montrer à la caméra moi-même. Il y a une femme qui vous ressemble sur la couverture. C'est bien moi. Oui. Oui. Alors, Olivam, c'est un olivier en latin. C'est le pseudo que j'ai choisi parce que je suis attachée à l'olivier, à cet arbre mythique, arbre noble, qui a beaucoup de qualités, etc. Donc, ce sont des oliviers qu'on voit sur cette couverture. Des chemins parsemés d'oliviers. Et bien sûr, les chemins vous ont amené un jour à quitter le pays. Donc, cette fois-ci, vous êtes revenu avec la volonté justement de publier en premier lieu ce recueil en Algérie d'abord. Tout à fait. C'était mon vœu le plus cher. Et puis le vœu de ceux qui ont cru en moi, qui m'ont encouragé. Et voilà, donc moi je ne voyais pas l'alternative de sortir ailleurs que l'Algérie. Les éditions Artplume, en l'occurrence, ont cru en vous et ont publié cet ouvrage. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que vous avez beaucoup publié d'abord sur votre page. Oui. Et ça me rappelle une écrivaine qui aujourd'hui en est à son 2e roman. Il s'agit de Malika Chitouk qui a fait pareil que vous. Elle a raconté des petites histoires qu'elle a fini par regrouper en un roman. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait un aussi. Il y en aura d'autres. Très bien. Ouais. Voilà, donc c'est votre premier ouvrage. Je ne sais pas ce qu'en pense votre ami d'enfance. J'ai eu l'occasion de lire son recueil, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Oui. Vous vous êtes identifié, j'imagine, dans certains de ces poésies. Oui, il y a toujours un petit sentiment. Oui. Voilà. Très bien. Les chemins des oliviers, vous en connaissez un bout. Dans votre région, il y a beaucoup d'oliviers, il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup justement d'endroits où l'on raconte des histoires. Tout à fait. Et vous avez toujours bien écouté vos aînés. Tout à fait.
Nous avons tellement de choses, tellement de richesses, un patrimoine immatériel incroyable. Absolument. Donc là, d'ailleurs, je l'ai raconté dans mon premier ouvrage qui s'intitule Chant de mémoire kabyle. Là, j'ai mis en exergue ce patrimoine immatériel, c'est-à-dire cette culture populaire. Hein? Absolument. Et vous faites même, je dirais, votre texte est un texte, je dirais, qui relève de la sociologie au départ. Hein. Vous parlez de l'humain, vous parlez de sa capacité mémorielle, vous parlez aussi de tout plein d'émotions voilà, que suscite l'histoire ou le souvenir en nous. Et c'est bien, l'oubli, la conservation, tout ça. Bien sûr, parce que, vous savez, la région en Kabylie, à l'instar de toutes les régions d'Algérie, les gens sont animés d'un instinct grégaire qui pousse vers l'union, vers la fraternité, la solidarité. Donc, vraiment, vous mettez ça en avant. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai insisté là-dessus. Voilà. Donc, Chant de mémoire kabyle, c'est sorti en 2019. Oui. C'est bien ça. Oui. On y trouve du conte, on y trouve des légendes, on y trouve des ingrédients d'un roman aussi, parce que c'est un récit romancé quelque part, mais qui se base sur des contes réels qui ont existé dans votre région, par exemple. Oui, bon là, c'est vrai, j'ai cet ouvrage que je considère comme une polyphonie, le fait que j'ai intégré un peu de contes, des petits contes, et quelques légendes, des récits, des histoires de vie, etc., de mes personnages. Là, le conte, vu son importance pour l'enfant, donc le conte, il faut dire que... J'ai envie de le montrer, entre-temps. Voilà, ça c'est une autre version. Non, c'est celui-là. Édition La Pensée, et voilà, très bien. Ça, c'est le livre dont on parle actuellement, donc Chant de mémoire kabyle. Oui, allez-y. Oui, alors je disais, comme le conte reflète, c'est un miroir de la société. Et c'est une transmission culturelle orale. D'ailleurs, certains contes sont véhiculés depuis des générations. Et le conte, c'est... vu son importance, surtout pour l'enfant, parce que là, il aide l'enfant à développer sa personnalité, il aide aussi à développer son vocabulaire. Il aide à véhiculer des valeurs. Voilà, car la parole anime, je veux dire, sert à décrire, à nommer, à communiquer avec son environnement. Donc, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bienfaits. Et nos grands-mères savaient y faire, n'est-ce pas? Oui, oui. Nos grands-mères étaient douées pour ça. Elles savaient quand même placer les bonnes idées, les bonnes anecdotes au bon moment avec un récit qui restait gravé à vie. Même s'il y a tellement d'avantages, même s'il y a des avantages qui sommeillent encore chez l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne, jusqu'à ce que son esprit atteigne un stade favorable à leur germination. Ça vient avec le temps. Et puis aussi, j'insiste là-dessus, le conte, comme disait Donald Woods Winnicott, c'était un célèbre pédiatre et psychanalyste qui disait que le petit enfant doit apprendre à avoir peur afin qu'il développe ses défenses. Exactement. C'est-à-dire afin d'être soulagé de ce qui est mauvais pour lui. Il a besoin aussi de voir le mal en d'autres personnes, en d'autres gens, je veux dire en d'autres situations, en d'autres choses. Donc, pour le reconnaître une fois. Tout à fait. Et puis de sortir de ces angoisses archaïques et de les apprivoiser et aussi de les rendre classiques. Il se dit en fait, je ne suis pas le seul à avoir peur. Voilà, ça c'est dans écoutez, je rajoute aussi quelque chose. Tout à l'heure, je disais que votre récit relève de la sociologie. Et moi, je dirais aussi, il y a énormément de psychologie dans ce que vous racontez. Vous placez si bien les choses et vous décrivez si bien
l'état d'âme de vos personnages, qu'on le vit, qu'on le sent, qu'on le ressent. Vos personnages ne sont pas nombreux dans cet ouvrage. En fait, les personnages clés sont un jeune garçon, un jeune adolescent et une grand-mère. Une vieille personnage femme, âgée. oui. C'est-à-dire là, ce sont deux personnages aussi importants l'un que l'autre. Le premier, c'est le petit Salah, c'est un petit garçon qui est un garçon espiègle, très intelligent, très curieux. Et la vieille femme, c'est Fatma Mohamed, qu'on appelle Jida, qu'il considère comme sa troisième grand-mère. Donc cette femme-là, c'est une femme poétesse, c'est une femme qui a le pouvoir de chasser le mauvais œil, c'est-à-dire elle pratiquait la médecine traditionnelle. Donc elle avait une grande considération. Oui, les gens la respectaient beaucoup. Surtout qu'il faut savoir qu'en Kabylie, à une certaine époque, autrefois, le centre de gravité de la réflexion des gens tournait autour de 2 points, la religion et les croyances aux forces surnaturelles. Donc elle nourrissait un petit peu oui, le deuxième aspect. Et les gens faisaient appel à elle. Oui. Oui, ce sont des personnages qu'on peut croiser dans la vie et qui peuvent aussi nous étonner, nous surprendre, nous fasciner parfois. Voilà, nous fasciner, comme ce petit garçon qui ne comprenait pas le pouvoir qu'exerçait, le pouvoir de guérison, entre autres, de cette grand-mère. En tout cas, j'imagine que Salima, si elle a lu votre poème, est-ce que vous avez lu les ouvrages? Moi, il est en attente, son ouvrage, dans une pile de livres. Non, pas encore. Mais ça va vous faire voyager. Alors, revenons un petit peu à cette genèse de ce recueil de poésie, Saliha. Salima, pourquoi, mon Dieu? Salima Sadi. Il y a une Saliha qui va certainement me contacter aujourd'hui. En tout cas, Salima Sadi, donc les chemins d'Olivam. Olivam, on l'a dit, c'est vous, c'est votre pseudonyme. Donc les chemins de la vie, en fait, vous ont fait rencontrer des personnes qui vous ont ému, des personnes qui vous ont rendu heureuse, des personnes qui ont, comment dire, tendu des ponts d'amitié vers vous. Et ces personnes, vous les avez souvent rencontrées sur la toile, vous me disiez. Oui, étant donné que les chemins d'Olivam est aussi le nom de mon groupe Facebook que j'avais créé il y a quelques années, que j'ai dû archiver. Et dans ces chemins d'Olivam, beaucoup ont croisé mes chemins, les adhérents. Et ces adhérents-là ont tous une histoire. Oui. Et j'interagissais avec leurs histoires. Ils ont vécu des succès, ils ont vécu des amours, ils ont vécu des pertes. Et à chaque fois, j'interagissais de ma position d'administratrice, de la conceptrice du groupe, cet espace de dialogue. Oui. Exactement. Donc, j'avais comme cette responsabilité d'interagir avec ce qu'ils vivent. Mais parfois, ça allait au-delà, puisque ça devenait de la poésie, ça devenait des vers. Parce que j'interagissais avec des poèmes et des vers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que ma grand-mère paternelle y est pour quelque chose, parce que... voilà, on revient à l'idée de la... Oui, elle nous parlait avec des vers, avec des mots rimés, avec des phrases rimées. C'est incroyable. Je crois que ça a laissé... c'est des graines qui sont restées dans ma tête et ça a germé aujourd'hui. Très bien. Donc, votre grand-mère, vous me disiez, avait un don de la prose et du verbe qui était excellent. Donc, elle pouvait construire des rimes en un rien de temps. C'est incroyable. C'est vrai. Et je pense que j'ai hérité de ça. Elle était douée. Douée, oui, douée. Et surtout qu'elle n'était pas directe dans ses réprimandes ou dans ses accusations ou dans ses plaintes. Oui. Elle le disait autrement, ce qu'on appelle en kabyle le ma'oun. Oui. Et ce que tu évoques dans ton livre. Le ma'ani, la métaphore. Voilà, c'est incroyable. Et elle touche. Ah oui. Avec 2 mots, elle touche. Donc, alors qu'un texte long, en long et en large peut ne pas toucher, aussi bien que des 2 mots que ces vieilles dames. Et souvent, les adages populaires chez nous, les adages populaires cachent toute une histoire. Nos grands-mères savaient les raconter. Nous, on ne sait plus le faire. Fort heureusement, il y a des personnes comme vous, Fouzia Belaïd, qui réfléchissent à ça, qui pensent à collecter toutes ces richesses, tout ce patrimoine, tout cet héritage. Vous le faites si bien dans le premier ouvrage. Il y a déjà la présence de quelques contes, mais
dans le second ouvrage, c'est essentiellement des contes récupérés et inédits, on dira. Oui, oui. Franchement, actuellement, l'Algérie est en train de subir de grandes mutations, à savoir la mondialisation culturelle et les tendances actuelles de notre époque. Donc, la culture populaire qui est constituée de ce patrimoine immatériel, donc a tendance à être effacée. Pourquoi? Parce qu'il y a la montée en puissance de la culture de masse. Oui. La culture de masse qui s'est développée à partir du 19e siècle. Donc là, on voit que avec l'émergence du cinéma, la presse écrite, l'audiovisuel en général, et le numérique et les réseaux sociaux, donc là, ça constitue une menace assez palpable. Donc, pour ne pas dire... Oui. En tout cas, il y a de très jolis contes. Il y a aussi cette manière d'entamer le conte qui est très belle. J'ai repris une phrase, j'aimerais la lire. Oui, bien sûr, allez-y. Vous dites, avant de raconter, enfin, ce sont les grands-mères qui disaient ça. Oui, et c'est très joli, elles étaient pleines de sagesse, ces grands-mères. Que mon conte soit beau, que se suive et se suive comme un cordon, que Dieu... punisse le loup. Le loup, c'était le méchant dans l'histoire souvent, surtout dans le premier, Tassadit, il peut être méchant, mais il peut être gentil aussi. Et donc, que Dieu donne une grappe de dattes que nous mangerons tous ensemble comme on est. Parce que c'était motif de rassemblement et de partage, le conte. Exactement, exactement. C'est-à-dire ça permet... Voilà, j'aimerais avoir l'ouvrage, celui du conte. Merci beaucoup de participer avec plaisir. À l'effort. Donc voilà, je parle bien sûr de Contes merveilleux de Kabylie, votre deuxième ouvrage. Donc là, les contes, j'ai dit tout à l'heure, ils rassemblent, c'est un moment de partage. Et puis, ce qui est bien dans le conte, c'est que le conte raconte des variations sur une histoire familiale, avec ses tensions, ses manques, ses conflits. Et comme le conte est toujours intemporel, il commence par « il était une fois une vie paisible, une vie tranquille, des gens bien, après ». Et là, ça commence une chaîne de péripéties. Donc on est là dans une situation de... Ça se noue, ça se dénoue. Après, il y a le héros qui sauve la situation, c'est l'apaisement, donc la situation de réparation. Et puis là, on ressort avec une moralité, un enseignement. Il y a tout un enseignement dans le conte, dans Tassadit, Drima, de l'épine à l'œuf, la face cachée du serpent, le garçon et le tigre, Zohra et les serpents, le sultan, les 7 filles et leur marâtre. La marâtre est très méchante dans les contes que vous racontez, j'en ai lu quelques-uns. Et c'est vrai que c'est universel. La Belle au bois dormant, il y a une marâtre. Il y a une vérité, il y a une part de vérité quand même. Absolument. Et dans nos contes aussi, il y a cette marâtre qui est un peu méchante, un peu à la limite de la sorcellerie, un peu comme les contes universels. En tout cas, on a été ravis de présenter ce matin vos ouvrages, Fouzia Belaïd, Chant de mémoire kabyle, et puis également donc Contes merveilleux de Kabylie, donc paru aux éditions La Pensée, c'est bien cela. Et bien sûr, bon baptême, je dirais, pour le premier. Merci. Et on attendra les prochains recueils avec vous, avec grand plaisir. Donc, Selima Sadi. Sadi, oui. Voilà, j'ai dit Selima, vous vous rendez compte? Bravo. Les chemins d'Olivam. J'imagine que vous, en tant que poétesse, en tant qu'écrivaine, vous vivez dans la douleur tout ce qui se passe en Palestine, n'est-ce pas? Un petit mot, mais vraiment un petit mot de chacune. Moi, j'ai écrit un poème, par exemple, sur la Palestine. Voulez-vous que je le lise en guise de... Quelques vers, j'aimerais bien, rapidement, le temps pour moi de remercier, chercher votre feuille. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Fouzia Belaïd, vous aimeriez dire un mot par rapport à la Palestine? On est profondément touchés. Absolument, absolument. Ça devient insupportable. Absolument. Voilà. Alors, la spécificité de ce poème, c'est que c'est un acrostiche, c'est-à-dire qu'on peut lire Palestine de haut en bas. Palestine. Palestine, l'histoire te rendra des comptes. Amère histoire, amère sort, quelle honte. Liberté bafouée,
Êtres humains décimés, si j'avais un pouvoir, tu brilleras matin et soir. Incliné du côté du soleil, ne jamais fléchir, tu seras pareil et égal aux autres nations fières et respectées. Merci infiniment, c'était très, très touchant. Donc merci beaucoup Salima Saadi et je vous souhaite un bon voyage de retour vers le Canada. Merci. Et on se fera un plaisir de vous recevoir encore et encore pour présenter les prochains ouvrages. Ne lâchez pas. En tout cas, ne nous lâchez pas non plus et tout de suite, on va sur la lancée de cette compassion envers nos amis palestiniens, Razaoui en particulier, avec cette chanson qui leur rend hommage. يا طالعين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمان عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بنتي ملبوس بين اليمن يمان عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بنتي صنار بين اليمن يمان عين للهنا يا روح إلا غزال اللي جوال لكم محبوس بين اليمن يمان عين للهنا يا روح الحلم اللي كان راح يفتح باب الدكان بكرة بنرجع زي زمان وتصيروا تيجوا عنا شعبنا الجبار نسيوا مفتاحتها كبروا أطفال الحجارة معهم ريحة الحارة مشتاق ارجع عندي ترابك يا أقصانا أوصل بابك ونتلاقى نحضن أهلنا نطمن أطفالنا في بلاد السلام Start to rise, we're ending an apartheid. Hold on, just a little longer, we're going home. Just a little longer, hold on. Glory's round the corner, we're going home with our waving flag. يا عين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمان عين للهنا يا روح إلا غزال اللي بجوين لكم ميدوب بين اليمن يمان عين للهنا يا روح. On rêve de revoir ces sourires sur les visages des anges palestiniens, justement. Tout de suite, dernière ligne droite pour notre Bonjour d'Algérie aujourd'hui avec nos amis qui se sont installés. Il s'agit de Yazid Mahidine, bonjour. Bonjour. Et Sabila Hadj Ahmad. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, ça va les amis? Ça va. Vous avez passé un bon week-end? Oui, bien sûr, c'était féruche. Oui, bsahtek. Oui, on a piqué une tête. Bsahtek, bsahtek. Non, on n'était pas ensemble. Non, pas du tout. Mais tu t'habilles les salines du côté de Délice. Non, pas du tout. Du côté de Dixert plutôt, là où il y a en plus du patrimoine archéologique. Absolument. À découvrir. Très belle ville. Oui, on te redonne là. Désolé. Non, pourquoi C'est moi qui posais la question pour savoir comment vous alliez. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi d'apprécier notre quotidien avec tout ce qui se passe à Gaza. Absolument. Tout ce qui se passe en Palestine, c'est vrai, nous laisse tout à moitié goût.
Oui, mais on doit en parler. Puis pour faire face à la propagande sioniste, parce qu'elle est vraiment tenace. Oui, tenace. Mais voilà que le travail fait par les Palestiniens et par les esprits libres, vraiment, il y a quand même du résultat, puisque les studios Marvel ont supprimé l'identité israélienne d'une des héros de Marvel. Donc le film le film Cap America, dans l'une des... Oui, donc voilà. Donc on voit que quand même le BDS, donc boycott Israël, vraiment il y a des résultats, puisqu'il y a eu donc la suppression de l'identité israélienne, parce qu'elle joue le rôle d'une espionne, et ils ont le Sabra, qui est le super-héros, il a été carrément supprimé pour... Le héros a été incarné par un autre personnage soviétique de l'espionnage, en fait. Donc il y a eu quand même le BDS, vraiment arrive à changer la donne, et puis c'est un grand studio, Marvel. Oui, tout à fait. Marvel qui arrive à supprimer l'un des studios qui vend le plus. Parce qu'ils sont contre, en fait, l'État... Le génocide. Le génocide et l'État apartheid qu'incarne l'entité sioniste. Et puis le BDS aussi gagne du terrain, puisque plus de 46 compagnies israéliennes a fermé depuis le 7 octobre dernier. Donc le BDS, vraiment, il commence à avoir de l'impact. De l'impact, oui. Absolument. Et le boycott apporte ses fruits, et tant mieux. Tout à fait. Et puis, rappelez aussi, tout ce qui se passe actuellement, en fait, c'est le fruit d'un travail pour contrer la machine de propagande sioniste. Puisque le grand médecin norvégien qu'on a interviewé au lendemain du 7 octobre rappelle qu'aujourd'hui, rien ne peut... en fait, le travail de mémoire, on le voit là, où il rappelle que tout le monde doit parler, doit témoigner. Il n'a pas tari d'efforts depuis le début. Ce médecin norvégien qui a témoigné de la salubrité qui régnait dans les hôpitaux, de la difficulté d'exercer le métier de médecin dans cette... Et puis il était formateur de beaucoup de médecins palestiniens. Mais là, il rappelle que le récit palestinien par rapport à ce qui se passe à Gaza doit se faire et que tout le monde doit témoigner. Il faut qu'il y ait des récits, des témoignages de tous qui ont vécu l'atrocité des génocides, que ce soit les médecins, les infirmiers, les Palestiniens eux-mêmes, le mouvement associatif. Tout le monde doit écrire et doit témoigner pour contrer la machine de propagande israélienne. Et bien sûr, nous devons, en tant que citoyens du monde, de transmettre leurs cris, de transmettre leurs messages, d'être aussi leur relais à travers ce qu'on peut publier nous-mêmes. Et c'est ça pour faire parce que le travail aujourd'hui, le fait de supprimer l'identité sioniste en fait du film Captain America des studios Marvel, c'est le fruit de tout un travail qui a été mené depuis des années. Et c'est pour ça que le médecin Mark Gilbert, le Norvégien Mark Gilbert, rappelle qu'il faut faire ce travail depuis je pense depuis 1900. Il aurait fallu le faire depuis longtemps, voilà. Depuis 1948. Oui. Donc voilà qui augure vraiment d'un brin d'espoir pour les Palestiniens, pour l'aboutissement à cette Palestine libre et indépendante qu'on espère tous en tout cas, n'est-ce pas Samira? Oui, et le plus rapidement possible, Inch'Allah. Vous nous ramenez vers l'Algérie? Oui. Donc on va vers le sud. Le sud-ouest. Le sud-ouest, exactement, vers Béchar, Béchar que vous connaissez. Où il fait très chaud en ce moment et vraiment... Il fait très chaud. Est-ce qu'il fait très chaud? Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une région désertique. C'est la Sahara, c'est le Grand Arc occidental. C'est un endroit sec. Donc forcément, il fera toujours moins chaud qu'ici, non? Sauf au moment du zénith. Il y a aussi des barrages. Il y a le barrage est très connu. Ce qu'on appelle le Serra Vert. Oui, le barrage Jolf Torba qui est très connu. Exactement, qui est très connu. Et le rapport à l'eau est très connu à Béchar aussi, puisque à la base, au XVIe siècle, le Dey d'Oran avait demandé aux gens qui partaient en mission, en expédition, il leur avait dit, si vous trouvez de l'eau,
ou des sources d'eau, eh ben, vous deviendrez des gens riches et je vous donnerai plein de choses, dont une rente annuelle. Et puis, il y a des gens qui ont essayé et tout. Ça a été très difficile puisque la route n'était pas construite à l'époque. Et là, on voit tout un chapelet d'oasis qui ont certainement été créés grâce à ça. Voilà, le Grand Arc occidental. Ce qu'on voit, c'est le découpage de la ville. Et ce qu'on voit surtout, c'est là où il y a le patrimoine culturel. Parce que Béchar est, on va dire, la plus grande ville du sud-ouest. Et c'est celle où il y a le plus de gravures, de stations, de gravures rupestres. Voilà. Et donc, au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de découvertes. Et entre autres, il y a à peu près 4 sites connus. Voilà. La Zawiya Tahtaniya, je ne sais pas si tu connais, tu as déjà été. La Zawiya Sidi Bouziane Tahtaniya, je ne connais pas. Alors, Mohamed Sidi Bouziane est le fondateur de Béchar. Hein. Il l'a fondé en 1700. Et donc, la ville s'est installée. La ville était connue pour l'agriculture, pour le miel, pour les graisses, en fait. Donc, il y avait de l'élevage. Et aussi parce qu'elle est connue aussi pour les gravures rupestres. Elles sont très belles, elles sont magnifiques. Il y a des sites, je vais les citer. Il y a Barabi, j'espère que je prononce bien. Il y a Hassi Lawetch et Hassi Berwis. Voilà, Hassi Berwis. On a vu de beaux spécimens, voilà, donc j'ai pas mis de les roches gravées, de grosses, parce qu'elles ont subi des dégradations, et des dégradations principalement humaines. Tarit, Béchar, Beni Abbas, en fait. Il y a énormément, ce sont des zones touristiques. C'est des zones qui sont devenues, avec le temps, première destination touristique des Algériens, et pas que, surtout en période des nouvelles fêtes de la nouvelle année. Donc les gens vont passer, beaucoup de monde. Tourisme de masse aussi. Le tourisme de masse, et donc ça a vraiment... dénaturé certains sites. Oui, surtout le dernier site, Hadj Hassi Berwis. Voilà. Sonnette d'alarme tirée. Exactement. Donc, il faut ça, exactement. Voilà, et donc même la ministre de la Culture qui s'est déplacée il y a quelques jours à Béchar a tiré cette sonnette d'alarme. Elle a demandé aux gens de faire quelque chose pour protéger leur ville, mais surtout elle a ordonné à ce qu'on fasse construire une clôture, qu'il y ait un nouveau service qui soit plutôt étoffé, le service de gardiennage, mais elle a surtout inscrit sur la liste du patrimoine national la station de Zawiya Tahtaniya, qui est plus connue, en fait, communément appelée l'Hajra. Donc cette station, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres? Toutes pratiquement détiennent des gravures piquetées, hein, donc qui remonteraient probablement. Ça, c'est une gravure. Ce qu'on a vu, c'était une gravure qu'on a essayé de voler. Non, pas celle-là, juste avant. Oui, juste avant. Très bien. Sinon, Zawiya Tahtaniya, qu'est-ce qu'il y a comme gravure? Il y a des éléphants, il y a des antilopes, il y a des autruches, il y a des bovidés, il y a des gazelles, il y a eu des crocodiles et il y a eu aussi des orantes. Les orantes, c'est quoi? C'est la représentation de l'homme. Donc, comme c'est piqueté et comme ça ressemble un peu et beaucoup à ce qu'il y a dans les tassilinagières, on suppose que ça remonte au néolithique. Il y avait des artistes et des vernissages depuis l'Antiquité. Ce sont les premiers grands artistes dans le monde et dans l'histoire, et ils sont algériens. L'Algérie détient énormément de gravures, plus de 50 000 je crois dans le tassilinagière. Mais dans tout le pays, pratiquement nous en avons en Kabylie, nous en avons un peu partout. Dans tout le territoire, on a des gravures rupestres. Elles sont différentes. Il y a aussi des inscriptions libyques, ça renseigne aussi sur la présence humaine. Béchar vraiment est une ville très très intéressante, est un territoire très intéressant. C'est pas le grand sud, on n'est pas dans l'extrême sud et on n'est pas non plus au centre. Voilà. Au centre, donc c'est on très est déjà sous la barre de voilà. Donc la ministre a inscrit sur un territoire de 180 000, je crois un peu plus, 200 mètres carrés de gravures rupestres, de stations de gravures rupestres. En tout, il y en a 500, l'Arqoba les Mazel, et il y aura un musée donc dédié. Il y a aussi un centre d'information sur les gravures rupestres qui va être créé, donc ça va renseigner les gens. Il y a un système d'éclairage très intéressant qui va être installé, puisqu'il va être à base d'énergie solaire. Voilà. Donc c'est une très belle destination et il serait intéressant de les conserver puisque ça renseigne sur une partie de notre histoire, et sur la présence humaine dans la région. Avant
ou en parallèle peut-être au Tassili Nadjer. Voilà. Merci beaucoup Samira. On revient à vous Yazid. Oui, moi c'est pour parler aussi de notre communauté en France, notamment à Lyon, puisqu'il y aura le 25 juillet, donc au consulat d'Algérie à Lyon, il y a une caravane, un jeune, une idée, donc une caravane dédiée à l'investissement pour informer un peu de toutes les batteries de lois sur l'investissement et l'incitation à l'investissement organisée par le mouvement dynamique des Algériens en France, le MODAF. Donc cette caravane se déroulera le 25 juillet de 18h à 20h au siège du consulat algérien à Lyon. On y vient. Oui, pourquoi pas. Vous m'emmenez avec vous? Non, On monte bien à Lyon. En fait. Sniff, moi je reste. Et pour terminer, en fait, il y a eu ces images sur la participation des anciens de l'équipe nationale donc, à Nanterre pour le 5 juillet. C'est des images où l'on voit donc les anciennes gloires du football algérien prendre part à un grand tournoi dédié donc à la célébration du 5 juillet. Ah bah c'est très bien ça. Ça fait plaisir aux anciens. Ben oui, et puis pour notre communauté. On voit Belloumi, on le reconnaît. Hein. Voilà, donc là, les anciens qui ont marqué donc. C'est quoi, c'est un jubilé ça? Non, c'est juste pour le 5 juillet. Donc, ils ont invité, ils ont convié. Chaque année ils le font. Oui. Chaque année il y a ce petit tournoi. Dans la ville donc de Nanterre, qui est une grande ville d'immigration. Bien sûr. D'ailleurs, il y a une pensée à Monique Hervaux qui a travaillé dans les centres de concentration Monique Hervaux, Abdelmalek Sayad. Exactement. Voilà. Absolument. Donc merci beaucoup Yazid. Merci. Merci Samira. Merci Samira. Samira. On l'entend très bien. On l'entend quand même. Très bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Nous, on est ravis, on est contents de vous avoir servi et on vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir. ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بنتي ملبوس بين اليمن يمن عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بنتي صنار بين اليمن يمن عين للهنا يا روح إلا غزال اللي جوالي محبوس بين اليمن يمن عين للهنا يا روح الحلم اللي كان راح يفتح باب الدكان بكره بنرجع زي زمان وتصيروا تيجوا